Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec deux grands débats et l'entretien. D'abord le chantage à la sextape qui empoisonne l'équipe de France. Une énième affaire qui écorne un peu plus l'image des Bleus. Réflexion aussi ce soir sur la planète foot en général. Engluée dans le scandale de la FIFA, de nombreux spécialistes pour en débattre tout à l'heure. Et puis cette question ce soir, quelle suite au mea culpa de Tony Blair sur la guerre d'Irak? L'ex-premier ministre britannique reconnaît que cette intervention a enfanté Daesh à l'origine de l'État islamique. C'est le thème de notre débat. Enfin, l'entretien avec mon invité ce soir, philosophe, professeur émérite des universités. Dominique Lecourt va vous surprendre avec son essai iconoclaste autour de l'égoïsme, revue des vices et des vertus aussi à suivre. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. N'hésitez pas bien sûr à réagir via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On débute ce soir avec les suites du crash au Sinaï. La France déconseille à ses ressortissants de se rendre dans la région. Paris qui ne se prononce pas sur le scénario du drame, contrairement à Londres et Washington qui considèrent très probable l'hypothèse d'un attentat. Le point avec Cécile Sixou. Incident technique ou piste terroriste. En tout cas, pour les États-Unis et le Royaume-Uni, l'hypothèse d'une bombe dans l'avion ne cesse de se renforcer. Si elle est hautement probable pour Washington, Londres, de son côté, a pris toutes les précautions et suspendu hier les vols entre la Grande-Bretagne et Sharm el-Sheikh. Cet après-midi, David Cameron, qui recevait à Londres la visite du président égyptien Al-Sisi, a plaidé pour un retour rapide à la normale. Je ne peux pas être certain, mes experts ne peuvent pas être certains qu'il s'agit bien d'un acte terroriste qui a fait tomber cet avion russe. Mais si les renseignements montrent que cette hypothèse est la plus probable, alors je pense qu'il est bon d'agir de la manière dont j'ai agi. La compagnie aérienne allemande, la Lufthansa, a également annoncé l'interruption partielle de ses vols vers Sharm el-Sheikh. Quant à la France, pas d'annulation, mais le Quai d'Orsay déconseille à ses ressortissants de se rendre dans le Sinaï égyptien. Autorités russes et égyptiennes, quant à elles, n'en démordent pas. L'idée d'un attentat de l'État islamique n'est que spéculation. Et nous l'avons appris aujourd'hui, le porte-avions Charles de Gaulle sera déployé au large de la Syrie. Le fleuron de la marine française participera de nouveau aux opérations contre Daesh, un renfort qui vient doubler le potentiel militaire français dans la région. Et toujours en matière militaire, François Hollande a inauguré le nouveau ministère de la Défense, un hexagone surnommé à tort le Pentagone français. Les états-majors de l'armée prennent leur quartier dans un site ultra sécurisé à Ballard, au sud de Paris, avec notamment dans les sous-sols le centre de commandement secret de toutes les armées françaises dans le monde. Dans l'actualité sénatoriale maintenant, le groupe écologiste sauvé pour au moins plusieurs mois. Fin du psychodrame, les 10 élus verts ont réussi à s'entendre pour maintenir leur formation parlementaire. Une présidence tournante a été choisie. Marie Brémaud et Nathalie Guilloire ont suivi les derniers rebondissements. Plus de 2 heures de réunion ce matin et à la sortie, un compromis est trouvé chez les sénateurs verts après plusieurs semaines de psychodrame. C'est une présidence tournante qui a été choisie entre Corinne Bouchoux et Jean-Vincent Placé. Nous avons trouvé un bon compromis qui a préservé le principal, c'est-à-dire notre groupe des écologistes au Sénat, qui est un beau groupe avec des élus dans leur diversité qui travaillent, qui portent la parole des écologistes au sein de la Haute Assemblée. C'est donc la fin de 2 mois de tension. Jean-Vincent Placé avait alors claqué la porte des écologistes pour fonder un nouveau parti, un départ qui avait semé la zizanie. Il n'empêche, le compromis fait des déçus. Esther Benbassa ne cache pas sa déception. On s'attendait à plus. On aurait voulu qu'il y ait un autre président. Bon, écoutez, c'est quand même un pas en avant. Il faut que chacun mette du sien. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Conserver un groupe au Sénat, l'enjeu politique était de taille pour les parlementaires, car au-delà du symbole, le maintien du groupe leur assure des moyens financiers, du temps de parole dans l'hémicycle et des places dans les commissions. La raison l'a donc emporté. À 10, les écologistes ont compris qu'ils étaient plus forts. Autre information, Alexandre de Juniac, auditionné, le PDG d'Air France KLM, est venu défendre sa stratégie pour la compagnie devant les sénateurs. Pour lui, son groupe doit pouvoir investir pour garder sa place en première division dans le secteur du transport aérien. Écoutez le PDG de la compagnie. Surtout
et c'est le point le plus clé que votre commission et cette assemblée, si je pouvais faire passer le message, ne pas s'arrêter. Nous avons commencé, la compagnie est en train de sortir des difficultés. Maintenant, notre objectif, c'est de le faire revenir en tête de la première division. Pour reprendre encore ma comparaison footballistique, c'est pas le moment de s'arrêter. C'est le moment, au contraire, où on a l'occasion de gagner. Et puis Myriam El Khomri, piégée sur le CDD. La ministre du Travail s'est pris les pieds dans le tapis ce matin au micro de RMC, incapable de préciser les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminée. Une bourde qui passe mal auprès des sénateurs. Écoutez. Quel conseil vous pouvez lui donner ? Écoutez, de démissionner probablement, parce qu'à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut que le gouvernement essaye de prendre des gens qui soient à la hauteur des responsabilités qui sont celles de ministre. Mais peut-être qu'elle a compris qu'il y avait le premier renouvellement et le deuxième renouvellement. Ça fait 3 fois que je suis un bon camarade. Hein, mais je suis un bon camarade parce que c'est pas facile toujours d'avoir réponse à tout. Bon voilà. Un ministre du Travail qui ne sait pas combien de fois on peut renouveler un CDD, alors que c'est devenu malheureusement un des modes les plus fréquents d'entrée dans l'emploi en France, c'est gênant parce que ça veut dire que, ne connaissant qu'assez mal la situation de l'emploi et des travailleurs, comment peut-on être ministre du Travail ? Une maladresse qui a enflammé Twitter toute la journée. Retrouvez les réactions sur notre site publicsénat.fr. On passe au premier débat de ce soir avec le football français plongé à nouveau dans la tourmente. Oui, et une affaire chasse-t-elle l'autre dans le monde du football en ce moment, tout en restant évidemment très prudent sur les suites de l'affaire du chantage présumé contre Valbuena et pour laquelle, vous le savez, Karim Benzema est mis en examen. Nous allons nous intéresser ce soir aux conséquences sur l'image de l'équipe de France, l'image des Bleus encore plus écornée. Coup de projecteur également sur le rôle social du sport. Qu'en est-il dans le foot et de manière générale, comment se porte la planète football en ce moment alors que la FIFA, vous le savez, est toujours engluée dans les scandales et que Michel Platini perd un peu plus tous les jours ses soutiens. L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Nicolas Xismartov, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste auprès du magazine SoFoot. Nous accompagne ce soir Carole Gomez, bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'IRIS et chargé des questions liées à l'impact du sport sur les relations internationales. Avec nous Jean-Philippe Assincy, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes délégué général et fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport depuis de nombreuses années, 20 ans je crois. Maître Franck Nicolo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste du sport, auteur du livre « Où va le sportif d'élite » aux éditions Dalloz. Merci d'être avec nous. Alors, Nicolas Xismartov, première question. Cette affaire de chantage présumé, quelles que soient les suites qui seront données, est-ce que selon vous, elle pose une nouvelle fois la question qu'on pose souvent d'ailleurs de l'image de l'équipe de France, tant de fois mise à mal? En l'occurrence, là, je pense pas vraiment. Parce que on est quand même face à une espèce de rebondissement un peu people. Et c'est comme ça que ça risque d'être reçu par les passionnés ou les gens qui suivent un peu l'affaire, et même y compris les néophytes. Non, là, je pense pas que ça soit exactement le même profil que ce qu'on a vécu en Afrique du Sud en 2010. Là, il y a un joueur qui a été victime d'une tentative de chantage. Il y a un autre joueur dont le rôle est plus ou moins flou pour le moment. Voilà, je pense que ça va se limiter à ça. L'équipe de France ne va pas en subir les conséquences. Peut-être qu'en interne, ça va mettre une mauvaise ambiance, ça va affecter les performances sportives éventuelles. Benzema n'était pas quand même au meilleur de sa forme quand il jouait en bleu. Mais à part ça, je ne vois pas. Est-ce que c'est vraiment devenu des people, les joueurs de foot? Donc, ça et tout ce que vous pouvez lire chaque semaine dans Voici, Gala et compagnie, c'est un peu le même fil conducteur. Même là, quand même, c'est une affaire d'une gravité assez conséquente. C'est une tentative de chantage à la sextape. Maintenant, il a eu l'intelligence, Mathieu Valbuena, de refuser, de porter plainte. On en est à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça va affecter les Bleus. Après, que lui, en tant que joueur, ou les personnes autour soient concernées, le football, il ne me semble pas... parce que les Bleus, l'équipe de France, ne me semble pas directement ciblés. Ouais. Après, il faut voir comment Didier Deschamps va gérer la suite et comment il va arriver à trouver des remplaçants éventuels. Est-ce que vous partagez déjà cette première analyse, Jean-Philippe Assincy? Moi, je dirais que j'ai envie de dire à quoi ça sert le football. Je crois que la grande priorité, ce que nous on met en avant depuis tant d'années, c'est marrant de voir qu'on est toujours invité sur des cas comme ça qui se déclenchent et qui font la une des médias. Mais le football, ça sert avant tout. C'est surtout un espace de fraternité, de lien social. Et c'est vrai que ces dérives, finalement, ça porte un petit peu atteinte au travail de milliers d'éducateurs. Mais il ne faut pas oublier que le football, c'est quand même aujourd'hui
un lieu d'insertion des jeunes, un lieu d'épanouissement. Dans la plupart des quartiers français, ce sont des éducateurs extraordinaires qui s'arrachent pour... Vous avez raison de le rappeler, mais je vous pose une question parce que vous parlez de ce rôle social du sport. Est-ce qu'il est vrai que de plus en plus de parents de jeunes enfants préfèrent inscrire leurs enfants au rugby, malgré un sport un petit peu brutal au contact, mais il y a une forme de respect de l'adversaire, etc. Est-ce qu'il y a plus, on se redirige vers ce sport en délaissant un petit peu le foot? Peut-être une conséquence de toutes ces affaires, peut-être. Oui, l'image éternise, c'est indéniable. Toutes les affaires aujourd'hui qui frappent le football ternissent l'image, et évidemment que l'opinion publique et les parents, quand ils mettent leur enfant dans une pratique sportive, ils réfléchissent un petit peu et se rendent bien compte qu'aujourd'hui, effectivement, l'image fait qu'on va plus inscrire son gamin sur des pratiques qui ont une belle image. C'est une réalité, c'est clair. Vous êtes d'accord ? Oui, c'était effectivement, il y avait des éléments qui étaient extrêmement importants qu'il a souligné. Après, je pense qu'il faut aussi avoir une vue beaucoup plus globale et savoir aussi toutes les images, tous les cas qui sont pointent à chaque fois des footballeurs. Il y a des dérives qui existent dans bien d'autres sports qu'on ne met pas forcément autant en valeur. Là, on parle de Benzema, on parle de Balbuena. Il y avait eu la crise du bus en 2010. C'était des choses qu'on pointait du doigt. Non pas pour absolument pas, au contraire, dévaloriser le rôle du sport. C'est quelque chose qui est essentiel, le sport, mais dans certains cas, on pointe vraiment du doigt, on ostracise un petit peu certaines catégories, alors que... C'est clair, mais Maître Nicolo, est-ce qu'il y a aussi une question quand même, il faut se la poser, de la fréquentation des joueurs qui est clairement posée, même si certains minimisent un petit peu l'affaire ce soir, des milieux, on va le dire, qui ne sont absolument pas nets, qui sont liés à la délinquance, aux raquettes, on parle de cela aujourd'hui. Oui, peut-être. Moi, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais je pense, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, je pense qu'on est dans une société d'image à l'heure actuelle. Et il est toujours intéressant, peut-être pour les médias, de mettre en avant certaines dérives, alors que la masse du sport, ne connaît pas. Là, oui, mais je vous vois bien le débat qui dérive peut-être sur le rôle des médias, mais c'est une question aussi d'exemplarité de ces joueurs. On va rappeler quand même un petit peu ce qu'ils représentent pour tous les jeunes. Je suis d'accord avec vous. Je pense que entre un joueur lambda et un joueur qui a une certaine célébrité, celui-ci a une forme de responsabilité publique. Il est évident que celui qui parle, qui dit couille, bite, cul à la télé, excusez-moi du terme, mais et qui est un lambda, jamais ça ne fera la une des journaux. En revanche, une célébrité qui s'appelle Benzema, une célébrité qui s'appelle Valbuena ou autre, naturellement, ça emporte une responsabilité. Alors, ces gens-là, vous parlez de fréquentation, ils ont certainement des fréquentations. Hein. Il y a peu de fils de médecins qui deviennent, joueurs de football. Maintenant, je pense que c'est des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Imaginez-vous à l'époque. On imagine, on a les proportions, on peut les citer, mais on sait que Karim Benzema gagne entre 500 et 750 000 euros par mois. Hein. On connaît les proportions très précises. Non, mais on parle de 500 000, 700 000 euros, voire même 1 million par mois. Mais j'ai envie de vous dire, simplement 50 000 euros par mois. Mais vous donnez à n'importe quel jeune 50 000 euros par mois, qu'il ait 20 ans, 25, 28, 30 ans. Eh bien, malheureusement, il a ce sentiment d'impunité peut-être pour beaucoup de choses, et il a tendance à perdre en responsabilité. Voilà, et c'est vrai que peut-être, on a parlé voilà, tout à c'est un processus que vous décrivez, peut-être qu'il y a ce sentiment, en tout cas, d'être intouchable, entre guillemets. Mais je reviens à l'affaire elle-même, Nicolas Martov, et je sais que c'est une question qu'on pose souvent, mais peut-être qu'elle est là encore plus cruciale. Est-ce qu'il y a une incompréhension de plus en plus forte, quand on tient compte de notre contexte social et économique dans de nombreux pays, hein, il n'y a pas que la France, une incompréhension par rapport au cachet, aux sommes que l'on vient d'évoquer. Il y a bien sûr ce qu'ils font sur le terrain, et beaucoup excellent, mais il y a une disproportion qui est de plus en plus visible, frappante, choquante. Je pense que c'est une vaste question, mais je pense que c'est spécifique au foot. C'est-à-dire que ce qui choque, c'est que c'est énormément, c'est exposé, c'est d'où ils viennent. C'est des gamins de quartier, donc ils ont une façon aussi d'exprimer leur plaisir de l'argent qui n'est pas exactement celui qu'on attend en France, dans notre société. Regardez comment Sarkozy, quand il a été un peu bling-bling, il l'a payé très cher. On attend que les riches soient, entre guillemets, décents.
On a quand même cette culture très forte en France. Je pense que c'est lié à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une incompréhension Oui. Et c'est normal, enfin, entre guillemets, c'est comme, est-ce qu'il y a une incompréhension vis-à-vis du cachet des acteurs? Est-ce qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de ce que peuvent gagner d'autres catégories? Ce soir, il n'y a pas un acteur qui est mis en cause dans une... Enfin, je ne le crois pas, donc je vous ramène au débat, pardonnez-moi. Je ne veux pas insister et anticiper sur les suites, mais quand vous entendez Jean-Philippe Assensi parler de tout le travail qu'il fait sur le terrain, je veux dire, il y a quand même, vous sentez bien, une petite déconnexion. Peut-être qu'il faut avoir une vision maintenant sur l'avenir de ce sport pour son propre bien. Dans ce cas-là, c'est une question d'ordre politique, c'est-à-dire que c'est après aux politiques de prendre la responsabilité dans le soutien au sport associatif, dans le soutien aux fédérations, aux bénévoles. Il n'y a toujours pas de statut du bénévole en France, simplement ça. Quand vous êtes bénévole, vous y gagnez entre guillemets rien en termes de reconnaissance sociale. C'est aux politiques d'abord de résoudre ce problème, au foot pro dans son ensemble de verser un peu plus d'argent au foot amateur, ce qu'il ne fait pas. Et là, c'est pas le salaire des joueurs qui est en question, c'est les droits télé, etc. Donc oui, il y a un fossé, mais il n'est peut-être pas du côté du salaire des joueurs sur lequel on peut réfléchir, les plafonnements éventuellement. Il y a des systèmes qui existent dans d'autres sports, y compris notamment les pays anglo-saxons qu'on critique parfois, qui ont parfois des fonctionnements salariés cap et compagnie. On peut y réfléchir. Là, je pense que faire porter sur les joueurs de foot et au nom de leur exemplarité des responsabilités sociales ou civiques trop puissantes en oubliant ce qui sont les vraies personnes en charge. Et pourtant, quand on a un sport qui est regardé par des millions de gens, forcément, il y a cette image, Carole Gomez, ça on ne peut pas le nier. Mais est-ce que vous rejoignez ce que dit justement Nicolas Xismartov? Il y a des dossiers qu'il faut mettre sur la table, même de manière politique. Après, on parlera de l'aspect géopolitique qu'il faut évoquer pour le bien du foot lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Il y a une volonté du politique d'intervenir sur le domaine sportif, et au final, c'est par ça qu'on va faire avancer les choses. Il faut absolument pas oublier tout le travail qui est fait sur le terrain, les bénévoles, les personnes qui encadrent les clubs, les gestions de clubs au fin fond de la Lozère ou au fin fond de Lot-et-Garonne. Ils sont essentiels, et c'est ça qui constitue au final la base du football amateur. Et c'est cette image-là qu'on doit garder. Et c'est évidemment, il va y avoir des dérives qui vont être portées par une star. Et c'est le côté people que soulignait M. Xismartov. C'est que ça arrive à polariser, à totalement dévier un petit peu le sujet sur ces points-là. Ils ne doivent absolument pas être occultés. Au contraire, ils doivent être traités et analysés en tant que tels. Après, pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments concernant cette affaire précise. Mais c'est sûr que ça a tendance à un petit peu effacer tout le travail qui est fait en amont et qui est indispensable. Oui, justement, comment ça se passe, Jean-Philippe Assensi, en ce moment, dans les centres de formation? Quelle est l'ambiance? Il y a toujours... on parlait, j'évoquais peut-être un risque de déconnexion par rapport à ce sport. Est-ce qu'il peut y avoir ce risque-là? Et là, je reviens à l'équipe de France. On va voir comment vont se passer les rencontres à l'international, mais est-ce qu'il y a toujours autant d'appétence, d'envie pour cette équipe? Écoutez, c'est une question compliquée. Il y a eu des derniers sondages qui montrent bien que le rugby aujourd'hui passe devant le football, mais ce qu'on peut dire à travers ce qui se dit là aujourd'hui, c'est que on parle beaucoup des valeurs du sport et de l'importance du football amateur, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous qui repérons des milliers d'associations, il faut bien voir qu'aujourd'hui, elles sont en difficulté, alors que ce sont les associations les plus importantes dans la plupart des quartiers français, et qu'elles jouent un rôle. Vous savez, on a une action avec Lyon-la-Duchère, qui est un club de CFA2, où on mène un travail d'insertion professionnelle. On va faire rentrer dans la banque, à LCL, une quinzaine de jeunes qui jouent, soit en réserve, soit en première. Et on avait une rencontre avec le DRH d'LCL il y a quelques jours, et ces jeunes qui disaient « c'est formidable de voir tout ce talent qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les clubs, parce qu'un jeune dans un club, il est accompagné, il se structure, et tout ce travail-là a besoin d'une visibilité nouvelle, et peut-être qu'il faut redonner un nouvel élan à tout ce sport amateur, et que j'allais dire que les fédérations, ça devrait peut-être être la priorité numéro 1, ce travail éducatif, alors qu'on a des problèmes énormes dans les quartiers et que vous voyez bien la situation aussi politique. Donc peut-être qu'il faut redonner à ce sport amateur une nouvelle vision et un soutien beaucoup plus fort. Ça, c'est important. Et vous avez parlé aussi du mot accompagnement. Maître Nicolo, votre livre s'intitule « Où va le sportif d'élite? Les risques du star system ». Vous avez anticipé tout cela. Dans ces risques-là, il y a, on verra les suites de l'affaire, il y a toutes ces dérives.
Alors, vous avez raison, il y a toutes ces dérives, mais je pense que on est presque dans le domaine de la sociologie, une forme de sociologie sportive, où quel est l'impact de la célébrité, quel est l'impact de l'argent, et sur une personne humaine. Hein, les sportifs, ce ne sont pas des robots, ce sont des personnes humaines qui ont leurs faiblesses, leurs fragilités, oui. Et je pense que ici, à l'évidence, Karim Benzema, ça tombe sur lui, c'est tombé sur d'autres. Et dans c'est pas une grande affaire, hein, en tout cas d'un point de vue juridique, il risque pas grand-chose. Mais en tout état de cause, d'un point de vue médiatique, en termes d'image, et c'est le problème, du moins le sous-titre de ce livre, les risques du star system. C'est-à-dire que c'est ce star system, cette société d'image, qui fait que, un sportif, une célébrité, quelle qu'elle soit, peut se voir peut-être détruite, en tout cas malmenée par l'image qu'elle peut véhiculer, et comment des médias peuvent s'emparer d'un fait qui, pour une personne lambda, est finalement pas très importante, mais pour une célébrité, l'est de façon grandiose. On va élargir, si vous le voulez bien, notre réflexion, Nicolas Xis-Martov, à ce qui se passe aussi dans la planète foot plus largement, avec le scandale de la FIFA avec un budget qui est comme celui d'un État, on va rappeler un petit peu les proportions, et Michel Platini, dont on dit qu'il perd chaque jour un peu plus ses soutiens. Michel Platini, star mondiale, soutenu il y a encore quelque temps par la France. Les soutiens se font plus discrets aujourd'hui, et même ils n'existent plus, dit-on. Est-ce que c'est le cas ? Moi, je ne sais pas trop, mais Michel Platini, il est victime d'une réalité, c'est qu'il était un homme du système. Donc il est tombé dans le jeu de domino de Blatter, mais je ne suis même pas convaincu que Blatter ait eu besoin de réaliser des machinations profondes pour arriver à l'impliquer, parce qu'il était déjà... Le problème, c'est la FIFA, comment cette immense multinationale fonctionne, ce qu'elle génère comme argent, comment elle le redistribue. Michel Platini, c'est quelqu'un qui vous raconte de lui-même que quand il discute d'un salaire, on lui demande combien il veut toucher pour faire du conseil footballistique en Suisse. Il dit wow, 2 millions. On vous critique beaucoup les footballeurs professionnels. C'est hallucinant. Vous imaginez, vous parlez de 50 000 euros simplement. Voilà, lui, il dit 2 millions, allez, donne-moi 2 millions. Et l'autre, il dit combien en euros, en roubles. Voilà, c'est ça aujourd'hui comment fonctionne. Mais la FIFA, donc le mot déconnexion est le bon mot. Oui, mais c'est comme la FIFA est une multinationale, comme n'importe quelle multinationale, qui sont déconnectées, qui donnent des parachutes dorés, c'est un monde entre guillemets de capitalisme. Oui. C'est un monde de capitalisme, et les gens très riches et qui dominent ce système, ils se répartissent les prébendes. Et dans tous les systèmes économiques, vous avez des gens qui font du trafic d'influence, qui s'offrent des cadeaux, qui se rendent des services. Ça marche comme ça. Et la FIFA, c'est la seule différence, c'est que là, pour le coup, comme c'est un sport numéro 1, que tout le monde l'aime, qu'on est très attaché à cette discipline, d'un coup, ça intéresse un peu plus quand on révèle les scandales que quand on vient vous parler donc on va vous parler des hydrocarbures en Russie ou des c'est sûr. Voilà, donc il y a un point très important. Oui, Carole Gomez, il y a des questions d'équilibre géopolitique. Cela fait longtemps, par exemple, que les États-Unis cherchent à prendre la main. En tous les cas, avec cette enquête, ils l'ont prise sur la FIFA. Et il faut savoir que je crois, et je vous le dis sur votre contrôle, que le football est en plein essor aux États-Unis, que le pays veut vraiment compter dans la planète foot. Est-ce que tout cela contribue, alors non pas à rendre M. Platini coupable, mais à ostraciser la France? Je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus large de ça. Les États-Unis, effectivement, le soccer, comme on l'appelle là-bas, est en train de se développer, à la fois masculin et féminin. Il y a une place de plus en plus importante. Il y a un marché potentiel qui est considérable là-bas. Et il faut aussi avoir en mémoire, on va dire, les candidatures malheureuses de certains pays pour les mondiaux, pour l'attribution des Coupes du Monde de 2018 et 2022. Donc c'est aussi un ensemble d'éléments qui poussent les États-Unis à vouloir de plus en plus être présents sur justement la scène internationale sportive et vouloir un petit peu régler un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait... Voilà, ça c'est un gros scandale avec des conséquences en cascade à suivre. Jean-Philippe Assensi, je voudrais peut-être qu'on conclue ensemble en revenant vraiment sur ce que vous avez dit, l'accompagnement, la formation, le sport amateur. Il faut revenir aussi à ces valeurs-là, toutes simples. C'est un club de sport, de foot en particulier, mais de sport qui marche bien. C'est aussi important qu'une école. Je citais Lyon-la-Duchère, je pourrais citer le club de foot de la Goutte d'Or. Il y a dans ces clubs une vie sociale, intergénérationnelle, il y a des apprentissages de base, il y a du lien social, il y a le fait de se réaliser pour chacun des jeunes, il y a une joie de vivre dans des quartiers qui sont aujourd'hui en souffrance. Donc il faut vraiment
revaloriser tout ce travail-là. Et peut-être qu'effectivement, il y a des mesures à prendre, financières, mais pas simplement, de reconnaissance, de valorisation. On parle beaucoup trop peu de tout ce qui se passe dans ces quartiers. Aujourd'hui, l'éducation populaire d'antan qui était faite dans les MJC, elle se passe dans les clubs sportifs. Et il va falloir un jour le reconnaître. C'est très bien. On en a parlé, c'est vrai, à la lumière de cette affaire, mais c'était bien d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été nos invités pour ce débat. La suite de votre émission, restez avec nous. Tout autre chose. Dans l'actualité aujourd'hui, une inauguration qui ne passe pas inaperçue. Le tout nouveau ministère de la Défense, qualifié de Pentagone français. C'est l'édito ce soir. Un bâtiment imposant, air, terre et mer, tous les états-majors sont désormais regroupés dans un nouveau bâtiment au sud de Paris, un chantier géré par un partenariat public-privé avec un coût général de plus de 4 milliards d'euros. On en parle avec vous, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors imposant, futuriste, pratique, mais Jean-Louis, où est-ce que l'État a trouvé ces 4 milliards? Il n'a pas trouvé, mais il a trouvé le moyen que ça lui soit moins lourd dans un premier temps. Il est allé voir Bouygues, il dit voilà, j'ai besoin d'un nouveau ministère de la Défense, construisez-moi ça, faites-moi le bâtiment, occupez-vous de la pelouse, faites l'électricité, la plomberie, vous occupez de tout, de l'entretien, etc. Il dit ça coûte 4 milliards. 4 milliards, je ne les ai pas. Je pourrais très bien m'endetter auprès des marchés internationaux. Les taux d'intérêt sont très bas, donc je pourrais les trouver facilement, mais ça se verrait sur le volume de la dette. Ça se verrait aussi sur les dépenses publiques, puisqu'il faudra que je présente un budget en 2016, et donc ça sera 4 milliards. Et bien l'autre, il dit pas de problème, ça vaut 4 milliards, vous me versez 150 millions d'euros par an pendant 27 ans, et dans 27 ans, ce ministère est à vous. Donc ça ne coûte que 150 millions d'euros par an, ça ne se voit pas et je peux occuper les locaux dès maintenant. Ça s'appelle un partenariat public-privé, comme vous voulez dire. Le problème, c'est que ça se développe de plus en plus. Vous venez de parler de football. Par exemple, une bonne partie des stades à Lille, à Nice, sont construits de la même façon avec un partenariat public-privé. Des lignes de TGV sont faites également en partenariat public-privé. Vous avez l'aéroport de Nantes, le fameux écotax, c'était également du même système. Donc il y a cette idée de confort dans l'installation d'infrastructures. Et on parle de PPP, partenariat public-privé. En fait, ça fait plutôt poudre de perlimpinpin en réalité. Et Jean-Luc, que dire de ce type de financement? Est-ce qu'il est efficient, efficace? Alors, ça dépend comment on voit les choses. Au niveau du confort, oui, il l'est, comme je viens de le dire à l'instant. Mais quand vous vous adressez à Bouygues pour faire cet immeuble, vous êtes dans ses mains, en réalité. Et je m'occupe de tout. Alors, on a parlé beaucoup aujourd'hui de cette fameuse photocopieuse. Un général est arrivé, il dit, ouh là là, c'est pas exactement ça que je veux, il faudrait qu'une autre photocopieuse. Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Oui, mais alors, la facturation est beaucoup plus grosse. Mais attendez, je vais le faire moi-même. Ah non, ici, je suis chez moi, jusqu'à encore 27 ans. Donc, c'est moi qui installe la photocopieuse. Et voilà, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'une photocopieuse normale. Donc, vous êtes dans un système un petit peu particulier. Mais ce qui est plus grave, c'est la chose suivante. C'est qu'en réalité, avec ce système, vous êtes dans un confort fictif. En réalité, les 4 milliards, vous les paierez bien un jour. Et en gros, tous les PPP, ça doit faire à peu près 20 milliards. Et si vous comptez l'ensemble des engagements à venir de l'État, par exemple les retraites des fonctionnaires que vous devez obligatoirement payer, puisque c'est un contrat à vie, il y a 1500 milliards devant nous qui sont à payer. Vous avez par exemple l'épargne des Français qui est garantie par l'État en cas de malheur, il y a 400 milliards qui sont devant nous. Vous avez une garantie, par exemple, sur la dette grecque, les dettes espagnoles et autres, dans un fonds européen. Là, vous avez 80 milliards, etc. Et si vous additionnez le tout, vous n'êtes pas à 2000 milliards d'euros de dette en France, mais vous êtes à 5500 milliards exactement. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes chiffres. Alors, c'est vrai, d'ici à 27-30 ans, quand on aura payé ce fameux immeuble, il y aura de la croissance. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Il y aura plus de richesses en France. Donc, on ne peut pas comparer. Mais pour que, par exemple, le PIB double, il faut qu'il y ait une croissance annuelle de 2,5% par an. Or, on est sur 1,4. Autrement dit, on est devant un véritable obstacle. Même si les richesses augmentent, ça va quand même gonfler la dette sur ces richesses. Donc, conclusion, on ne peut pas manger les fruits avant que l'arbre ait poussé. Merci beaucoup Jean-Luc Gombaud pour votre analyse. Il est 22h30 pile. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct, bien sûr, pour votre émission On va plus loin. Et tout de suite, le rappel des principales informations de la soirée, c'est avec Paul Bouffard.
C'est fait. Le Sénat adopte ce soir à une large majorité le projet de loi sur la justice. Quelques modifications tout de même au texte porté par Christiane Taubira, notamment un changement de nom. Les sénateurs l'ont rebaptisé « Projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire », un titre moins ambitieux que celui de justice du XXIe siècle. 3 millions de migrants attendus avant 2017. L'afflux de réfugiés ne cesse de croître selon la Commission européenne. L'Allemagne, elle, se rapproche du million de migrants arrivés depuis janvier dernier. Aujourd'hui, à l'Elysée, réunion sur la crise migratoire et sur la situation à Calais. L'État qui vient d'être condamné par la justice à agir sur place. Le point de Jérôme Bonnard. Monsieur Cazeneuve, quelques mots sur Calais, le meeting de ce matin? À la sortie du Conseil des ministres, Bernard Cazeneuve reste muet. Rien n'a filtré de la réunion ministérielle qui portait ce matin sur la question migratoire et la situation à Calais. Il faut dire qu'il y a urgence. L'État est visé par la justice dans sa gestion de la jungle de Calais, où vivent quelques 6000 migrants. Recensement de mineurs isolés, aménagement sanitaire, accès aux services d'urgence et collecte des ordures. Lundi, le tribunal de Lille condamne l'État à agir dans les 8 jours. Le bidonville calaisien est saturé, les conditions de vie de plus en plus critiques. Depuis juillet 2014, le ministre de l'Intérieur affirme que l'État prend ses responsabilités. Lors de sa visite à Calais le 21 octobre dernier, il a proposé de répartir les demandeurs d'asile sur le territoire. Près de 1000 personnes ont déjà quitté le camp. Bernard Cazeneuve s'est rendu cet après-midi dans la Marne, dans le centre d'accueil de Vitry-le-François. Il devait à cette occasion annoncer une nouvelle batterie de mesures. Et ce soir, Bernard Cazeneuve estime que la solution humanitaire à Calais repose dans une répartition régionale de petits groupes de réfugiés. La prise en charge serait ainsi efficace, selon le ministre de l'Intérieur, un ministre en déplacement à Vitry-le-François, dans la Marne. Au Sénat, notez ce bug législatif réparé. Les sénateurs adoptent à l'unanimité un texte mettant fin au vide juridique né de la loi sur la transparence de la vie publique. Il rétablit les sanctions pénales prévues lorsqu'un parti politique accepte des dons de personnes morales. La mort de René Girard, le philosophe et académicien, est décédé à l'âge de 91 ans à Stanford, aux États-Unis, où il a longtemps enseigné. Il était passionné de l'évolution des sociétés, mais aussi du rôle et de l'origine de la violence dans le monde. Écoutez-le, c'était en 2005, dans l'émission Bibliothèque Médicis, sur notre antenne, des paroles prémonitoires. Moi, mon existence est encadrée par 2 dates. L'invention de la bombe atomique, n'est-ce pas, mais dont nous avons découvert au moment de la crise de Cuba, que personne n'avait envie de s'en servir parce que personne n'avait envie de mourir. Aujourd'hui, nous sommes placés devant des gens qui, pour tuer leurs semblables, sont prêts à se couvrir de bombes atomiques et à sauter avec. Le vrai mystère de ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, c'est l'homme suicide. Tout de suite, notre second débat, Sonia, avec vos invités. Vous revenez sur ces mea culpa qui se multiplient à propos des guerres passées, notamment celle d'Irak en 2003. Oui, et depuis l'émergence de l'État islamique en Syrie et en Irak, les critiques sur les contours et les conditions de l'intervention américano-britannique sont devenues omniprésentes. Pour beaucoup de spécialistes, Daesh est l'enfant de cette guerre menée en 2003. Et dernièrement, les mea culpa se multiplient. Alors en présentant sur CNN la semaine dernière des excuses pour l'invasion de l'Irak, Tony Blair, qui fut, je vous le rappelle, le principal allié de George Bush, a-t-il ouvert une boîte de Pandore? Quelle suite à de telles déclarations? En tous les cas, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il est essentiel de se pencher sur cette guerre de 2003 et ses conséquences. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on va justement écouter l'ex-premier ministre britannique. C'était sur CNN il y a quelques jours. À chaque fois que l'on me pose cette question, je dis que je m'excuse sur le fait que les informations que nous avons reçues étaient fausses. Car même s'il a utilisé des armes chimiques contre son peuple ou contre d'autres, le programme que nous pensions n'a jamais existé dans la forme que nous pensions. Donc, je peux m'excuser pour cela. Je peux aussi m'excuser pour les erreurs dans l'organisation, pour les erreurs dans notre compréhension de ce qui allait se passer une fois le régime destitué. Mais je trouve compliqué de s'excuser d'avoir destitué Saddam, même aujourd'hui, en 2015. C'est mieux qu'il ne soit pas là que toujours en place.
Et nos invités sur ce sujet, Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, spécialiste du Moyen-Orient au Figaro. Avec nous également Jean-Paul Chagnolot, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Et nous accompagne Geneviève Garrigos, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes la présidente d'Amnesty International France. D'abord, un tour de table pour vous demander, Jean-Paul Chagnolot, première réaction, est-ce que pour vous, ce sont des confessions spectaculaires de Tony Blair ou alors de très très timides excuses? Vous savez, ça dépend par rapport à quoi on se place. Si c'est par rapport à l'histoire, c'est dérisoire. Si on se place par rapport à la politique aujourd'hui, je pense que, comme on le sait, il y a une enquête qui est conduite et qui va sans doute révéler les conditions dans lesquelles ce conflit a été engagé du côté britannique. Donc je pense que Tony Blair, qui est un très habile politicien, je dis bien politicien, je ne dis pas homme d'État, essaie déjà d'allumer quelques contre-feux. Mais franchement, je crois que c'est un non-événement. Enfin, la réalité politique est beaucoup plus lourde que ça, et quelles que soient les déclarations de Tony Blair, je veux dire, dans quelques temps, on les a oubliées. Le fondamental, c'est ce qui s'est passé en 2003. Et si on repart à l'histoire, je pense qu'il faudrait remonter plus loin pour comprendre justement les raisons de la situation absolument chaotique et dramatique que ce pays vit aujourd'hui depuis 2003. Georges Malbruno, vous partagez cette analyse? Oui, je crois que ce qu'il y a d'intéressant chez Blair, c'est que contrairement probablement aux Américains, lui savait que les Américains se planteraient. Et il ne l'a pas dit. C'était le grand reproche que lui faisait notamment Dominique de Villepin, à l'époque, les Français, qui lui ont tant reproché d'avoir été au courant finalement que les preuves n'existaient pas et de s'être embarqué dans cette aventure qui a été une calamité. On va peut-être rappeler le contexte, pourquoi Tony Blair fait ce genre de déclaration. On va rappeler que dans quelques temps, et vous l'avez dit, il y a la publication d'un rapport très attendu, c'est le rapport Schilko, du nom de celui qui préside cette commission d'enquête parlementaire, et dont les auditions ont débuté il y a déjà 6 ans. On verra quelles sont les conclusions. Mais pour le moment, Geneviève Garrigos, pour vous, en tant que présidente d'Amnesty International France, quel impact, quelle suite on peut donner à ce genre de déclaration? Parce que c'est déjà de l'histoire. D'abord, ce n'est jamais de l'histoire, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une part, il y a l'intervention en Irak, mais tout ça, c'est un des épisodes de la guerre contre le terrorisme qu'ont mené justement principalement les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme, on a eu Chaka Lamar qui a été libéré justement l'année dernière, qui a passé 13 ans à Guantanamo, alors qu'à 2 reprises, on avait déclaré qu'il était libérable. C'était un citoyen britannique qui résidait en Grande-Bretagne. Et on a vu pendant toute cette guerre contre le terrorisme à la fois la question des disparitions forcées, à la fois la question de la torture, des détentions arbitraires, etc. Il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité. Et au-delà de l'intervention en Irak, c'est à quel moment justement les personnes qui ont mené et qui ont commandité, qui étaient à la tête de cette politique devront rendre compte à la justice. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah, c'était une erreur ». Mais vous y croyez vraiment qu'ils peuvent rendre compte? Je sais qu'Amnesty International avait demandé à certains pays, quand George W. Bush se déplaçait, de l'arrêter. On est toujours sur cette politique. C'est-à-dire que dans le cadre justement de la Convention contre la torture, et au regard même des déclarations même qui ont été faites par George Bush, dès qu'il va dans un pays qui a ratifié cette convention, il devrait être immédiatement arrêté. Donc on continuera. Et c'est tout l'objectif. C'est vrai qu'on se dit finalement, quand on parle de la Cour pénale internationale, c'est surtout les Africains qui en sont la cible. Mais l'objectif n'est pas de se dire les Africains, c'est aussi les autres. Et donc, on continuera à se battre parce que de toute façon, la question de la justice, c'est sur le long terme. Et puis, nous, on espère. En tout cas, c'est pour ça qu'on milite. Oui, et vous persistez dans votre combat. Est-ce que ce n'est pas le combat, quelque part, de David contre Goliath? Non, je crois que c'est vraiment, ça s'inscrit dans une histoire longue, on va dire. Alors, vous évoquiez à juste titre la Cour pénale internationale. Il faut quand même rappeler que c'est créé depuis peu de temps. Ça s'est créé en 98, ça a été en vigueur en 2002, mais que les États-Unis, la Russie, la Chine n'ont pas été signataires du traité de Rome de 98 qui a fondé la CPI. Donc, et par ailleurs, il y a une autre instance qui peut saisir, même lorsque un pays n'est pas membre, il y a une autre instance qui peut saisir la CPI, c'est le Conseil de sécurité. Or, il est évident que les Américains mettraient leur veto. Donc, on est vraiment... Mais c'est pas parce que actuellement nous sommes dans cette situation
situation que pour autant il faut abandonner l'idée qu'il n'y a pas de raison que ce soit simplement certains qui puissent être poursuivis et pas d'autres. Et je crois que c'est tout à fait important effectivement de rappeler le contexte. Et ils ont commis effectivement, en tout cas on peut ouvrir des enquêtes pour des crimes de guerre et voir des crimes contre l'humanité, parce que c'est ça les registres. On a le souvenir d'ailleurs du livre de Colin Powell, le secrétaire d'État, il n'y a pas très longtemps, qui semblait même très touché profondément de cela. Mais tout le monde n'est pas sur la même ligne du mea culpa. Je vous cite cette semaine juste l'ex-chef de l'État, l'ex-chef du gouvernement espagnol, Aznar, qui rejette alors lui tout mea culpa, aucun regret, dit-il. On ne doit pas être dans le mea culpa ou pas le mea culpa. Je crois qu'il y a effectivement des règles de droit et on pourrait commencer par dire et rappeler ce que chacun sait, c'est-à-dire qu'en février 2003 et dans les mois qui ont précédé, les États-Unis ont essayé d'avoir l'aval du Conseil de sécurité. C'est-à-dire ne pas faire une intervention de puissance unilatérale, mais faire une intervention multilatérale avec la caution du Conseil de sécurité. C'est là qu'il y a eu le fameux discours français de Dominique de Villepin qui a dit non, on ira jusqu'au veto. Donc d'emblée, ils ont tout à fait violé le droit international. Et après, évidemment, ça a été encore plus catastrophique. Ils ont même manipulé, ensuite, à partir d'avril, et ça on le sait beaucoup moins parce que c'est des questions un peu juridiques, ils ont manipulé le droit humanitaire. Parce qu'en fait, c'était pendant plusieurs mois, c'était une occupation au sens juridique du terme, qu'ils ont d'ailleurs reconnu auprès des Nations Unies. Et ensuite, il aurait fallu se conduire en fonction des règles du droit humanitaire, ce qui effectivement, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de violations du droit international. Georges Melbruno, en tous les cas, quel traumatisme cette guerre d'Irak. On va parler des conséquences, mais quel traumatisme, quelle marque, quelle cicatrice dans l'histoire. Oui, pour les Irakiens, c'est 500 000 morts, c'est une guerre qui n'avait pas été absolument pas préparée, qui a bouleversé l'échiquier du Moyen-Orient. C'est vrai que Saddam Hussein était un horrible dictateur. Mais il n'y avait pas, il y avait une sécurité sous Saddam Hussein. Voilà, ce qui était aujourd'hui, il y a un chaos, il y a une certaine liberté, mais il y a un chaos. Et c'est vrai que Tony Blair il se donne le beau rôle en disant qui va regretter Saddam Hussein, etc. Probablement pas nous, mais il y a beaucoup d'Irakiens qui regrettent Saddam Hussein. Et donc c'est vrai que là, moi je l'ai vécu, 2003-2004, j'étais à Bagdad. La façon dont cette guerre ou l'après-guerre a été menée, ça relève effectivement c'est presque criminel. Il faut se souvenir qu'en janvier 2003, il y avait au département d'État 3 personnes chargées de la gestion du prochain Irak. Je me souviens de responsables américains qui ont débarqué en avril 2003 dans les ministères, des retraités, etc., qui allaient être... C'était absolument effarant. Et donc, effectivement, ce serait bien quand même qu'il y ait, à un moment ou à un autre, une justice qui soit rendue pour qu'on évite de répéter. Hélas, on l'a répété, en quelque sorte, le coup de l'Irak, en Libye et probablement ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une... Pour les Irakiens, ça a été vécu comme quelque chose d'absolument foncièrement injuste. En tout cas, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour pour les chiites et les Kurdes qui ont été les grands bénéficiaires à court terme. Ils savent gré à George Bush de les avoir libérés de Saddam Hussein. Mais enfin, le coût, 11 ans après, est extrêmement élevé. Et on en reparlera. On va en parler des conséquences. En 2002, il n'y avait pas Al-Qaïda. En 2003, 2004, il y avait Al-Qaïda. Vous avez juste dit la Libye. Geneviève Garrigos, est-ce qu'il y a un mouvement en ce moment? Alors je parlais de ces mea culpa, ces excuses, on peut les appeler comme on veut, mais en tous les cas, on rend des comptes. On se souvient, il y a pas si longtemps également, Hillary Clinton aux États-Unis face aux républicains américains qui l'ont accusée de négligence et de manipulation politique autour de la tragédie survenue, je le rappelle, en pleine campagne électorale la nuit du 11 septembre 2012. C'était à Benghazi, c'était l'affaire de Benghazi. Ils lui ont demandé des comptes. Ça a duré plus de 11 heures. Et j'ai vu l'audition, c'était des questions précises, répétées. Ils attendaient vraiment des réponses. Il y a évidemment un aspect politique qui est évident, mais il y a en ce moment, voilà, ce mouvement de rendre des comptes par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. La question, c'est vrai qu'on peut, entre guillemets, rendre des comptes. On demande des explications. C'est pas ce qu'on peut appeler réellement rendre des comptes. Exact. Parce que rendre des comptes, c'est par rapport au droit, c'est par rapport à la justice. Il y a eu, en Libye, on le sait très bien, bon, il y a eu des abus, et là encore, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est
c'est la justice des vainqueurs qui s'impose. C'est-à-dire que ceux qui interviennent, hein, et en Libye, nous on l'a vu notamment avec des frappes de l'OTAN, et on avait soulevé la question, on a demandé qu'il y ait des enquêtes parce que les frappes de l'OTAN ont ciblé, et c'était ciblé, donc même, on peut même pas dire que ce sont des bavures, entre guillemets, des maisons où il y avait des civils à l'intérieur. On a demandé par rapport à ça, on n'a jamais eu de suite. Et donc, on a l'impression que, ok, on va donner des explications, mais derrière, sur toutes les exactions qui vont être commises, sur tous les abus, eh bien, là, il n'y a pas d'enquête, on n'a pas à rendre compte. Et quand on dit rendre compte, c'est la justice et aussi le droit des victimes à la vérité, à la réparation. Oui, moi je pense que, je suis tout à fait d'accord, c'est le respect du droit international dans sa globalité, dans toutes ses dimensions. Et il se trouve aujourd'hui que ceux qui peuvent vraiment se battre pour défendre le droit international, c'est plutôt les ONG et c'est pas les États. C'est la grande question. Cela dit, sur la Libye, on ne va pas revenir sur l'intervention en Libye, mais il faut, je crois, avoir une distinction bien claire entre ce qu'on pourrait appeler les interventions de puissance, qui sont unilatérales et qui sont décidées par exemple par les États-Unis en mars 2003 en piétinant le droit international, et puis les interventions multilatérales avec toutes leurs limites et leurs abus à un moment donné, mais n'empêche qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui a autorisé un certain nombre de choses et qui a permis cette intervention. Alors après, très probablement, on a été un peu trop loin, on est bien d'accord, bien sûr, mais il y avait un texte et la Russie et la Chine se sont abstenus sur ce vote, ce qui fait d'ailleurs que par la suite, ils ont tout bloqué parce qu'ils avaient estimé qu'on avait outrepassé cette possibilité. Mais je crois que c'est très fondamental. Si on veut bien se mettre dans le cadre juridique des relations internationales, si on se ramène au droit international, il faut bien distinguer une intervention de puissance, qui est finalement une intervention arbitraire, décidée pour les intérêts d'un État, et puis une intervention qui est décidée dans le cadre de la communauté internationale, avec toutes les limites que ça. Mais tout de même, c'est pas la même chose. Et dans ce cadre-là, justement, Georges Malbruno, on voit bien toutes les précautions qui sont prises par les États. Et là, on en vient au terrain syrien. Quand la France intervient, elle précise qu'elle le fait par légitime défense. Elle se réfère, je crois, à l'un des articles. 51, oui. C'est l'article 51. Exactement, 51, etc. Quand les Russes interviennent, ils précisent que c'est à la demande du régime syrien. Et donc, ça rentre dans une légalité internationale. Donc, il y a en tous les cas des précautions qui sont prises un petit peu par toutes les parties maintenant. Oui, enfin en tout cas il y a des artifices de précaution parce que la légitime défense invoquée par la France, oui probablement, mais la Russie qui intervient à la demande du régime syrien, bon là les Russes n'ont pas pris énormément de précautions quand même. Donc voilà, il n'y a pas en Syrie, il n'y a pas justement de résolution internationale. Donc on l'a bien vu, il n'y a pas eu d'action militaire de la part des Occidentaux et il y en a eu de la part des Russes parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, le régime syrien leur a demandé d'y aller pour le sauver. Donc là aussi, on est quand même dans une limite, du droit. Hein. Oui, allez-y Geneviève. Oui, en fait, on est même, si je puis me permettre, on est même au-delà de la limite, parce que ce n'est pas parce qu'on est les Russes sont appelés à intervenir par le régime de Bachar al-Assad qu'ils ont le droit de bombarder des civils. Sûr. Donc, il faut bien distinguer ce qui relève de la guerre, c'est-à-dire. Mais comment vous arrivez à faire cette distinction aujourd'hui, honnêtement? Mais c'est quand on bombarde un hôpital, quand on bombarde des écoles, des marchés, eh bien, on n'est plus dans le droit de la guerre. On est dans ce qu'on appelle des crimes de guerre. Et donc, c'est pas parce qu'on a été appelé à intervenir qu'on a le droit de commettre des crimes de guerre. Donc, ça, c'est extrêmement clair. Ça paraît évident. Je vous demanderai tout à l'heure quelle suite vous donnez dans ce cas-là au bombardement américain sur l'hôpital et MSF en Afghanistan. C'est exactement la même question. Il faut des enquêtes. Vous savez, sur la Syrie, juste un mot, je distinguais les interventions de puissance et les interventions multilatérales. Dans le cas russe, il est appelé, entre guillemets, oui. Il est appelé à sa demande, en quelque sorte, par Damas. Mais il est bien clair que c'est une intervention de puissance, parce qu'en dernière instance, c'est les Russes qui décident, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et pour le cas de la France, l'article 51, à mon avis, c'est un grand débat juridique, mais ne s'applique pas. Parce que la légitime défense implique qu'il y a une menace réelle. Donc on va tirer... De tous les côtés, ce sont des articles. On va tirer... Je voudrais juste terminer. On tire donc sur l'article 51. Pourquoi? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est parce qu'au fond,
le fond de l'histoire, c'est qu'il y a une carence du Conseil de sécurité dans cette affaire, parce que ça renvoie à plein de choses de ce qui se passe là-bas en Syrie. Ça renvoie à ce qui s'est passé en 2013, au fait qu'il y a utilisation d'armes chimiques. Enfin, et donc, à un moment donné, comme le Conseil de sécurité est bloqué, qui ne peut pas faire son travail qui consiste à assumer la sécurité, puisqu'il est bloqué par des vétos, alors on essaie de reconstruire d'autres formes juridiques, soit en tirant sur la charte avec l'article 51, soit en revenant à des principes qui n'ont pas de véritable validité juridique, qui sont la responsabilité de protéger, qui était une grande affaire du début des années 2000 aux Nations Unies. Donc je crois que c'est ça. Donc on a essayé de construire quelque chose, ce qui n'est pas absurde, parce que le droit est une dynamique. Puis un dernier mot, je crois quand on dit le droit de la guerre, c'est très intéressant. Le droit de la guerre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un oxymore, le droit de la guerre. C'est un peu comme si on dit à quelqu'un, si vous volez, il faudra respecter telle ou telle règle, quoi. En fait, le droit de la guerre, il est toujours piétiné par les États, et il existe. Il y a des conventions fondamentales, et en particulier toutes les conventions de Genève, et la notion de crime de guerre, elle est dans les conventions de Genève. Et effectivement, quelle que soit par ailleurs la nature de l'intervention, soit une intervention de puissance, soit une intervention multilatérale, les États sont tenus par le droit de la guerre et par les conventions de Genève. Or, ils ne le font pas. Et quand on parle de crime de guerre, c'est une définition assez simple. Autant le crime contre l'humanité est compliqué. Crime de guerre, c'est on viole les règles du droit, tout simplement les règles du droit posées par les conventions de Genève. Je crois que c'est ça qu'il faut voir, et c'est important que les ONG le rappellent avec force, parce que malheureusement les États l'oublient. Bien sûr, les États l'oublient. C'est le jeu d'abord des puissances. Georges Malbruno, on a l'impression donc que le Conseil de sécurité n'est plus que l'ombre de lui-même, en fait, que c'est le plus puissant à la table des négociations. Le Conseil de sécurité, c'est un rapport de force. C'est effectivement sur le cas syrien, on a vu qu'il n'y avait pas d'accord possible parce que les Russes ont été floués sur la Libye et que par conséquent ils ne veulent pas revenir. Donc le Conseil de sécurité, vous savez, le Conseil de sécurité a adopté des résolutions sur la Palestine depuis 30 ou 40 ans qui n'ont jamais été appliquées non plus. Donc le Conseil de sécurité, oui, c'est... Mais Geneviève Garrigos, comment vous voyez cela? Et votre rôle d'ailleurs au sein d'Amnesty International, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance que vous êtes obligé de reconnaître finalement aujourd'hui avec ce jeu qui devient celui des puissances, au-delà du droit, au-delà des grandes instances internationales? Mais de toute façon, le droit international a été créé justement pour essayer de limiter les abus des États. Et derrière, le recours que l'on a, c'est la justice. Donc au jour d'aujourd'hui, dans des situations comme la Syrie, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est dire ce qui se passe, essayer de faire bouger par rapport à l'aide humanitaire, par rapport aux réfugiés, comme on essaie de le faire sur l'Europe, mais de construire aussi les dossiers qui vont permettre demain d'apporter la justice. Parce que pour nous, finalement, la seule prévention que l'on peut avoir à terme, c'est la lutte contre l'impunité. Ce n'est qu'en amenant les personnes responsables à devoir rendre des comptes effectivement qu'on pourra... C'est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes en train de constituer des dossiers, vous suivez l'évolution des différentes interventions, et vous regardez de près la légalité des différentes actions. C'est-à-dire que nous, on va sur le terrain, mais aujourd'hui, on est en Syrie, mais on est aussi au Yémen. Bon, on n'a pas parlé du Yémen et ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on en a très peu parlé dans les médias d'une manière générale. La coalition avec les crimes de guerre qui sont commis sur place là-bas, nous, on envoie des chercheurs, des personnes qui vont sur le terrain, qui recueillent les témoignages, qui filment, on recueille les armes, on recueille tout ce que l'on peut pour constituer des dossiers et que demain on puisse s'en servir. Mais ça fait 50 ans qu'on fait ça et on l'a fait en Amérique latine, on l'a fait à Haïti. Ça va continuer, 50 ans encore. On continuera à le faire. Oui, Jean-Paul Chagnolot. Oui, je crois que c'est essentiel cette affaire de justice pénale internationale. Et aujourd'hui, on est encore avec une institution qui est malheureusement extrêmement déséquilibrée, même dans la façon dont elle a été produite, construite, conçue. Il y a toute une série d'éléments qui font que les États se sont protégés en signant, par exemple, si on regarde la déclaration de la France, c'est quand même un État de droit, c'était à l'époque Hubert Védrine qui a fait une déclaration très intéressante pour dire la France va adhérer, mais à condition qu'il y ait tel ou tel point. Et en particulier, il y a une idée juridique qui est importante, qui est que la CPI, alors c'est pas la technique juridique, c'est quelque chose de fondamental, c'est une justice de substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CPI ne peut être compétente qu'à la condition que l'État en question ne soit pas en charge du dossier. Autrement dit, s'il reprend le dossier, la CPI est dessaisie. Donc on est vraiment dans cette situation-là, mais quand même, elle existe. Moi, je verrais ça comme ça. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y a eu, à certains moments, et au moment de l'ex-Yougoslavie, ça nous sort de la région, mais tout de même, on a une expérience. La CPI n'existait pas dans les années 90, puisqu'elle a été mise en œuvre à partir de 2002.
on a créé des tribunaux dits ad hoc sur l'ex-Yougoslavie. Et les tribunaux sur l'ex-Yougoslavie ont produit toute une procédure, une jurisprudence, et presque tous les coupables ont été emprisonnés et punis. Et dernier mot, donc c'est quand même une expérience intéressante, mais parce que la procédure des tribunaux ad hoc était beaucoup plus souple que celle de la CPI, qui est un peu sous le contrôle des États. C'est une grosse machine, bien sûr, évidemment. Ouais. Bien sûr, et sous le contrôle des États. Et puis un dernier mot, quand on dit prévention, j'aimerais pouvoir vous suivre, malheureusement, il ne faut pas se raconter d'histoire. S'il n'y a pas de prévention, ça n'empêche pas des fous ou des dictateurs de continuer à tuer. Par contre, ce qui est très important, ce que vous me disiez, c'est que l'impunité n'existe pas. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Et même si ça ne va pas empêcher des dictateurs de continuer à tuer, je pense que l'idée qu'il n'y a pas d'impunité, et ça c'est tout à fait essentiel, je ne dis pas que c'est rassurant, mais au moins depuis peut-être 20 ou 30 ans, cette idée-là, elle a une réalité, une consistance. Si on prend tous les leaders, Milosevic et tous les autres, Mladic et tout ça, ils ont été punis. Vous êtes d'accord, Georges Melbruno? Je suis d'accord. Simplement, pas pour jouer les avocats du diable, mais lorsqu'une crise se dénoue, on l'a vu au Yémen, il y a aussi parfois l'immunité qui est accordée à Ali Abdallah Saleh pour partir. Et Bachar al-Assad, à la fin, il faudra peut-être lui accorder l'immunité pour qu'il parte, etc. Donc effectivement, ça fait partie aussi Essayons de partir d'abord d'un principe qui serait l'impunité, nous verrons après. Oui, un mot sur la... Oui, mais ce qu'il faut bien voir justement dans le cas qui est très intéressant de la Syrie, parce qu'on faisait le parallèle avec le Conseil de sécurité et la Libye. Mais dans un cas, c'était une intervention, les Russes et les Chinois se sont abstenus. Dans l'autre cas, il n'a pas été question d'intervention. Ils ont opposé leur veto au fait de saisir la Cour pénale internationale. Bien sûr. Et une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité... Il y en a 3 qui ne sont pas membres. Il y en a 3 qui ne sont pas membres et qui, à chaque fois, réussissent à bloquer. Parce qu'on pourrait parler de la Corée du Nord. On sait très bien que la Chine va bloquer et les Russes vont suivre derrière. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est que le Conseil de sécurité, les membres permanents, n'aient plus de veto par rapport justement à la saisie de la Cour pénale internationale. On verrouille le système. Et l'autre point, c'est la question de la compétence universelle des États parties. Et là, la France, puisqu'en plus on est au Sénat... C'est un autre moyen. Voilà, c'est là on est au Sénat justement. Et il y a le projet de loi Sueur qu'on attend qui passe à l'Assemblée nationale, avec les 4 verrous qui empêchent que la compétence universelle de la France pour les crimes de guerre contre l'humanité et génocide soit effective. Et là aussi, il y a vraiment un rôle de tous les États. On ne peut pas mettre la responsabilité sur quelques-uns. Vous avez raison. Je voudrais conclure et vous laisser la parole justement en guise de conclusion. Si on a fait ce débat, c'est parce qu'il y a cette forme d'excuse de Tony Blair, c'est parce qu'il y a ce rapport attendu quand même s'il a beaucoup tardé en Grande-Bretagne. Comment vous voyez le rapport droit international et puis guerre? Alors guerre en Syrie, si on devait se projeter, c'est compliqué comme question, dans 10 ans, 20 ans, Jean-Paul Chaniello, qu'est-ce qu'on pourra retenir? On verra où on en sera dans notre guerre contre le terrorisme et l'État islamique. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de la légalité de ce que nous faisons en Syrie, tous? Je crois que ce qui serait bien, c'est que les chefs d'État, je ne dirais pas forcément les hommes d'État, un chef d'État n'est pas forcément un homme d'État, malheureusement, puissent s'adosser au droit international. Et je crois que c'est ça le drame aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est surtout ça, c'est qu'on piétine le droit international. Et une fois encore, je pense que les ONG, et la vôtre en particulier, jouent un rôle majeur. Parce que s'il n'y avait pas ces ONG, les États vont proclamer le droit international, ils vont l'évoquer, et ensuite le piétiner dès que leurs intérêts sont en contradiction. Et je crois que ça, c'est très grave. Ou pire encore, on a une instrumentalisation politique du droit international. Donc voilà. Donc je crois que c'est une leçon de choses. Et pour l'instant, malheureusement, les leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé depuis 5 ans sont plutôt des leçons, disons, un peu terribles, quoi. Merci en tous les cas pour ce débat, cette analyse. Restez avec nous. C'est l'heure d'une parenthèse. Elle est un peu plus détendue, même décalée, avec notre caricaturiste à venir, Hervé Baudry. Tout de suite. Et vous le savez, comme chaque semaine, le jeudi, il croque l'actualité. Elle a été riche et diversifiée, Hervé Baudry, cette bonsoir semaine. Sonia, bonsoir à toutes et à tous. On va plus loin avec l'actu de la semaine en dessin. Bien sûr, on va commencer par la Turquie. Vous le savez, il y a une campagne électorale qui était assez, on va dire, sous pression et le parti d'Erdogan a donc gagné les élections. La liberté d'expression n'a jamais été autant menacée. Procédures judiciaires, arrestations, menaces publiques sont devenus le quotidien des journalistes. Et donc, on voit bien le dessin, un coup de fermeture éclair est donné sur le drapeau. Beau dessin pour une triste réalité, oui. Oui.
Air cocaïne, ça ne nous quitte pas l'air cocaïne, non, ça revient un peu toutes les semaines en ce moment. Là, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est indigné des révélations selon lesquelles son nom aurait été cité dans la procédure judiciaire. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas Pablo Escobar. Et le rail de coq ou pas, je ne sais pas, il ne connaît pas, il préfère le jet. Donc on voit qu'il l'utilise assez souvent. Allez, on passe vite à autre chose. Allez. Opération Lucette, et oui, quand un président va boire un café chez une Française retraitée, eh bien l'histoire fait pchit. Et ça me rappelle, moi, que tout président a eu aussi ou a sa Lucette. Souvenez-vous par exemple, Jacques Chirac. Ah oui? Oui, Jacques Chirac a eu sa Lucette Michaud-Chevry, ex-sénatrice de Guadeloupe. Elle fut secrétaire d'État sous son gouvernement et ministre sous le gouvernement de Balladur. Et comme dit Jacques Chirac, elle danse bien le zouk, je vous le confirme. J'ai dansé avec elle à des... C'est vrai en plus, c'est une petite histoire de ma vie privée. Voyage de Hollande en Chine, plus gros pollueur de la planète. Accord ambitieux, juridiquement contraignant, de bon augure donc pour la COP21. Oui. Il était temps, parce que regardez un peu le dessin, 95% des villes chinoises dépassent les seuils de pollution considérés comme sans risque par l'OMS. En matière fiscale, cette semaine, on a eu notre lot de couacs et de rétro-pédalage. Oui, retraités, veufs ou veuves handicapés ont eu leurs tensions qui ont monté, descendu. En fait, après un virement à 180 degrés, on peut s'interroger maintenant sur le choix d'orientation du gouvernement. Même si le livre donc, de Mathias Hénard, lauréat du prix Goncourt, qui réhabilite l'Orient avec son titre Boussole, c'est peut-être une boussole qu'il faudrait pour Manuel Valls pour pouvoir se réorienter. Et on va terminer par le football, dans l'affaire de la vidéo, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, des débats de Valbuena et de la tentative de chantage sur celui-ci. On apprend aujourd'hui que Benzema a été mis en examen. Sonia, vous aimez le foot, je le sais. Voilà. Je me suis mise ce soir. Maintenant, sachez bien, avec le dessin, qu'il va falloir regarder et jouer les matchs compliqués. Bon, merci pour cette semaine haute en couleur. Allez, il est 23h, eh bien c'est l'heure du rappel des principales informations. C'est avec Paul Bouffard. Les suites du crash au Sinaï. Paris déconseille d'aller à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Quai d'Orsay a publié cet avis sur son site internet. À la différence de Londres et Washington, qui considèrent comme très probable l'hypothèse d'un attentat, la France ne s'est pas prononcée sur le scénario du drame. Les détails avec Cécile Sixou. Incident technique ou piste terroriste. En tout cas, pour les États-Unis et le Royaume-Uni, l'hypothèse d'une bombe dans l'avion ne cesse de se renforcer. Si elle est hautement probable pour Washington, Londres, de son côté, a pris toutes les précautions et suspendu hier les vols entre la Grande-Bretagne et Sharm el-Sheikh. Cet après-midi, David Cameron, qui recevait à Londres la visite du président égyptien Al-Sisi, a plaidé pour un retour rapide à la normale. Je ne peux pas être certain, mes experts ne peuvent pas être certains qu'il s'agit bien d'un acte terroriste qui a fait tomber cet avion russe, mais si les renseignements montrent que cette hypothèse est la plus probable, alors je pense qu'il est bon d'agir de la manière dont j'ai agi. La compagnie aérienne allemande, la Lufthansa, a également annoncé l'interruption partielle de ses vols vers Sharm el-Sheikh. Quant à la France, pas d'annulation, mais le Quai d'Orsay déconseille à ses ressortissants de se rendre dans le Sinaï égyptien. Autorités russes et égyptiennes, quant à elles, n'en démordent pas. L'idée d'un attentat de l'État islamique n'est que spéculation. C'est dans ce contexte que le porte-avions Charles de Gaulle se déploie au large de la Syrie, un renfort dans la lutte contre le terrorisme. Le fleuron de la marine française vient doubler le potentiel militaire français dans la région. Alexandre de Juniac, auditionné par les sénateurs. Le PDG d'Air France KLM est venu défendre sa stratégie pour la compagnie. Pour lui, son groupe doit pouvoir investir pour garder sa place dans le secteur du transport aérien. Mais depuis l'annonce de la suppression de 2900 postes et le violent conflit social, comment relancer la compétitivité d'Air France? Élément de réponse avec Quentin Calmet. Il y a un exemple cité par tous, British Airways, un des deux principaux concurrents de la compagnie tricolore. Restructuré dès le début des années 2000, avec plus de 13 000 suppressions de postes, des lignes non rentables fermées et des gains de productivité négociés avec le personnel. Mais pour les syndicats d'Air France, tout n'a pas encore été tenté et la concurrence avec les autres compagnies aériennes est faussée par la fiscalité. La CFE-CGC d'Air France exige de l'État français qu'il puisse regarder comment fonctionne une concurrence qui ne soit pas biaisée par des taxes
qui sont des taxes uniquement pour le transport aérien français. Exemple, la taxe Chirac pour les pays en développement. En Europe, seule la France l'applique, une charge de 70 millions d'euros par an pour la compagnie. Mais le gouvernement rechigne à en faire plus. Le CICE que perçoit Air France, c'est 66 millions d'euros par an. Je considère qu'à ce stade, l'État a déjà répondu présent par anticipation. Le gouvernement qui n'entend plus s'impliquer sur le dossier et renvoie à la négociation au sein de l'entreprise. Une négociation qui doit reprendre demain matin. Et toujours dans ce dossier, la CGT menace d'un conflit sans précédent en cas de licenciement disciplinaire. Après les heurts du 5 octobre, 18 procédures sont engagées contre des salariés de la compagnie qui auraient pris part aux violences. Cette information maintenant, la Société Générale fermera 20% de ses agences en France d'ici à 2020. Objectif, répondre aux nouvelles habitudes numériques de ses clients. Ce plan devrait conduire à la suppression de 2000 postes. La banque entend éviter les licenciements et privilégier les départs naturels. Au Sénat, le groupe écologiste se maintient. Les 10 élus verts ont réussi à s'entendre pour sauver leur formation parlementaire. Une présidence tournante a été choisie. Fin d'Absicodam, mais jusqu'à quand? Marie Brémaud et Nathalie Guillouard ont suivi les derniers rebondissements. Plus de 2 heures de réunion ce matin et à la sortie, un compromis est trouvé chez les sénateurs verts après plusieurs semaines de psychodrame. C'est une présidence tournante qui a été choisie entre Corinne Bouchoux et Jean-Vincent Placé. Nous avons trouvé un bon compromis qui a préservé le principal, c'est-à-dire notre groupe des écologistes au Sénat, qui est un beau groupe avec des élus dans leur diversité qui travaillent, qui portent la parole des écologistes au sein de la Haute Assemblée. C'est donc la fin de 2 mois de tension. Jean-Vincent Placé avait alors claqué la porte des écologistes pour fonder un nouveau parti, un départ qui avait semé la zizanie. Il n'empêche, le compromis fait des déçus. Esther Benbassa ne cache pas sa déception. On s'attendait à plus. On aurait voulu qu'il y ait un autre président. Bon, écoutez, c'est quand même un pas en avant. Il faut que chacun mette du sien. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Conserver un groupe au Sénat, l'enjeu politique était de taille pour les parlementaires, car au-delà du symbole, le maintien du groupe leur assure des moyens financiers, du temps de parole dans l'hémicycle et des places dans les commissions. La raison l'a donc emporté. À 10, les écologistes ont compris qu'ils étaient plus forts. C'est fait, le Sénat adopte ce soir à une large majorité le projet de loi sur la justice. Quelques modifications tout de même au texte porté par Christiane Taubira, notamment un changement de nom. Les sénateurs l'ont rebaptisé « Projet de loi relatif à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire », un titre moins ambitieux que celui de justice au XXIe siècle. À quelques semaines des régionales et pour s'attaquer au fléau de l'abstention, pourquoi pas voter sur Internet? Plus besoin de se déplacer aux urnes. Dans un sondage, 1 Français sur 2 y serait favorable. Les explications de Sophie Normand-Couturier. Chaque soir d'élection, la même rengaine sur le taux d'abstention. Et si la solution était le vote par Internet depuis chez soi sans se déplacer? Selon un sondage publié dans Le Parisien, 58% des abstentionnistes déclarent qu'ils auraient certainement ou probablement voté si le vote par Internet avait été mis en place. Un sondage qui fait réfléchir les sénateurs. C'est peut-être la fin d'un rituel. C'est vrai que faire le choix d'un nom, d'une liste, sereinement en prenant un peu de temps, c'est pas juste un clic. Il me semble que c'est important dans le processus de la démocratie, de son fonctionnement réel, comme le dépouillement. Plus généralement, 56% des Français sont favorables au vote électronique. Une innovation qui aurait le plus d'impact sur les jeunes. 79% des 18-24 ans qui s'abstiennent ne le feraient plus avec Internet. Une mesure efficace, mais l'abstention se nourrit aussi d'autres causes que la réticence à se déplacer. Un vrai problème de citoyenneté et qu'il ne faut pas affronter par la facilité. Il faut absolument que l'on éduque les citoyens à remplir ce devoir qui est de voter. En France, les partis expérimentent le vote par Internet. Dernier exemple en date lors du référendum du Parti socialiste qui avait conduit à bien des couacs. Et pour finir, Saint-Denis-Pleyel choisi pour accueillir le village olympique des JO 2024. Le site s'étendra sur les bords de Seine. Mais encore faut-il que la candidature de Paris remporte l'organisation de ces Jeux. Verdict en septembre 2017. Tout de suite, la revue de presse. La revue de presse de vos quotidiens est une à découvrir demain. On va commencer, Paul, par Libération.
Une photo pleine page, celle des débris de l'Airbus russe A321 dans le désert égyptien et cette quasi-certitude de l'hypothèse d'un attentat à la bombe qui se profile. On l'a évoqué tout à l'heure, mais Libération précise qu'aujourd'hui Moscou, même si la Russie ne croit pas officiellement à un attentat, s'est vengé, dit le quotidien, en frappant durement les bases du califat en Syrie. À noter aussi, Sonia, le changement de couleur du logo de Libération. Du rouge, il passe au jaune pour s'associer à l'Institut Curie dans la recherche contre le cancer. On va poursuivre, Paul, avec Ouest France et la une demain. Le quotidien revient sur ces agences bancaires de plus en plus menacées par les services en ligne. On en parlait aussi. On a parlé de la Société Générale qui va fermer 20% de ses guichets d'ici à 2020. Plus inquiétant encore, et Ouest France insiste sur ce point, l'adaptation à venir des établissements mutualistes très implantés en milieu rural qui font tout pour freiner à tout prix cette évolution vers le digital. L'économie à la une des Échos. Et ces nouveaux chiffres de croissance pour la zone euro, le quotidien évoque 1,8% l'an prochain, 1,9% en 2017, avec toujours cette concurrence entre les deux piliers européens, la France et l'Allemagne. L'Allemagne qui voit son excédent commercial s'envoler cette année et la France qui peine à réduire ses déficits. Bref, note les Échos, l'écart France-Allemagne se creuse encore. Et c'est à découvrir demain. Merci beaucoup, Paul. On se retrouve lundi. Avec plaisir. À suivre l'entretien avec mon invité ce soir. Eh bien, il va vous surprendre avec son essai et sa pensée iconoclaste sur l'égoïsme. Quand le moi-je domine tout, revue des vices et des vertus. Oui, oui, il y en a. On voit tout cela avec le philosophe Dominique Lecourt. Tout de suite. L'entretien pour aller plus loin ce soir, mon invité est philosophe, professeur, émérite des universités, ancien recteur d'académie et actuellement directeur général de l'Institut Diderot, Dominique Lecourt. Installez-vous, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de l'essai remarqué. L'égoïsme, faut-il vraiment penser aux autres, aux éditions Autrement, dont nous allons parler en détail ce soir. Mais d'abord, je voudrais que l'on évoque la disparition du philosophe et anthropologue René Girard et sa fameuse théorie du bouc émissaire qui le rendit célèbre. Est-ce qu'il a bousculé, selon vous, les frontières entre les disciplines et montré combien et comment la société avait besoin, finalement, de victimes expiatoires? Écoutez, René Girard, c'est un penseur audacieux qui s'est posé, dans les années 60, des questions qui étaient réputées résolues ou périmées. Il s'est interrogé sur les fondements de la société et sur les fondements religieux de la société. C'était à ce moment-là tout à fait étrange. Si étrange qu'on l'a envoyé à l'étranger. Exactement, j'allais vous le dire. Il était connu, reconnu aux États-Unis et presque, c'est malheureux de le dire, inconnu en France. Inconnu, non. Il avait quand même un certain nombre d'admirateurs et les admirateurs étaient très ardents. Mais c'est vrai que du point de vue de la carrière, comme on dit, ou de l'université, disons l'université française ne s'est pas honorée dans ce cas-là. Il y en a d'autres. Oui, c'est peut-être aussi celui qui nous a permis de penser véritablement le lien entre la violence et le sacré. Il n'avait cessé de s'interroger sur la façon dont la religion, notamment, devient violente ou est instrumentalisée au nom de la violence. Déjà, il y a de cela plusieurs années. Effectivement, on peut dire que son œuvre a une certaine actualité. Moi, j'ai eu contact avec l'œuvre de Girard, que je ne connaissais pas personnellement, mais quand j'étais étudiant, nous lisions La violence et le sacré comme un ouvrage majeur, et vraiment seul dans son genre. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité en 2005 sur notre antenne de l'émission littéraire Bibliothèque Médicis et il évoquait justement ce thème, la violence. Je crois que notre notion de la violence est en train de changer à toute vitesse en ce moment. Si vous voulez que nous voyons que le vieux rationalisme des Lumières, nous avons cru qu'il pourrait réduire la violence, la supprimer, avec de la bonne volonté et avec la fin de ce qu'on appelait la superstition. Et on s'aperçoit aujourd'hui, alors là je vais très loin et beaucoup de gens ne me suivent pas, que le religieux ce n'est pas seulement de la superstition et que d'une certaine manière dans la société c'est la gestion de la violence qui nous fait défaut aujourd'hui. Il avait tellement raison. Oui, mais le silence qui l'a entouré en France est très caractéristique de l'histoire de la France. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que chez nous, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire
on admet que la religion, c'est de la superstition, point final. C'est une thèse qui passait pour évidente après la Révolution française, en gros. Et Girard s'est aperçu à étudier les conditions dans lesquelles, effectivement, fonctionnait effectivement la religion dans la société. Et il s'est aperçu que nous vivions sur, je peux dire un mensonge, mais en tout cas une illusion complète, et qu'il fallait reposer les questions à nouveau. C'est ce qu'il a fait avec constance et persévérance. Alors Dominique Lecourt, j'en viens à votre essai sur l'égoïsme. Et cette question posée, faut-il vraiment penser aux autres? Et elle nous fait tout de suite penser en ce moment, là je vous ramène à l'actualité un moment, à l'autre. L'autre en ce moment c'est beaucoup le réfugié, le migrant. Quel est votre regard, avec un peu plus de recul que le nôtre, sur ce défi posé à l'Europe, aux Européens de manière générale, et au-delà d'ailleurs? Mon regard, c'est que nous sommes pris dans un piège de la pensée. Parce que nous voyons bien, non sans en éprouver une certaine culpabilité, que nous ne pouvons pas accueillir tous les réfugiés. On les a appelés migrants, on les appelle réfugiés. Et d'un autre côté, qu'il faut faire quelque chose. Et donc on est pris dans le piège qui est l'affrontement entre l'égoïsme et son contraire, inventé par Auguste Comte. L'altruisme. L'altruisme. À la une de Libération ce matin, Dominique Lecourt, il y avait une photo, encore une, d'un enfant sur une plage et ce sous-titre, je le cite, sur notre quasi-indifférence générale. Comment vous expliquez, alors il faut qu'il y ait un équilibre entre égoïsme et altruisme, mais comment expliquer une telle apathie? Le mot indifférence, je l'emploie beaucoup dans mon ouvrage. Apathie est aussi un joli mot. Mais ma position, c'est qu'il faut aller au-delà de cette alternative qui est une fausse alternative. C'est un piège, c'est ce que vous dites. C'est un piège, parce que, comment voulez-vous, devant le drame que c'est humain, ne pas manifester de la compassion? Et nous sommes en ce moment dans une période où la politique est très compassionnelle. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle est très efficace. Au contraire, peut-être. Vous voulez dire quand il y a des accidents sur les routes, on se précipite, on fait des discours. On se mobilise à toutes les semaines. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Bon. Et maintenant, la politique compassionnelle fait face à une objection qui est son inefficacité. Et là, le danger, c'est de renforcer un égoïsme d'indifférence, de retrait, une façon d'être humain qui est inhumaine. C'est-à-dire que nous pouvons nous juger comme étant nocive. Si j'en reviens à votre livre, si je vous demande, c'est peut-être une question un peu superficielle, difficile, mais est-ce que vous pouvez faire un portrait robot, un portrait type, si je puis dire, de l'égoïste contemporain, moderne? À quoi il ressemblerait aujourd'hui, ou à quoi elle ressemblerait aujourd'hui? Vous avez raison de dire égoïste moderne, parce qu'effectivement, il y a une conception de l'individu, de l'ego, qui vient de la modernité, qui n'est pas très ancienne. Et donc, si on veut en faire le portrait rapide, à grands traits, c'est quand même quelqu'un qui se décide à être le centre du monde, rapporte tout à lui-même, c'est le centre de ce centre à quoi tout se rapporte, en fonction de ses intérêts. Et donc, la question, c'est de savoir si on peut effectivement faire abstraction de ses intérêts dans la pensée morale.
Dominique Lecourt, il y a, et on le voit dans les magazines, et les journaux d'ailleurs, tels que l'Obs, l'Express ou Le Point, souvent des unes, régulièrement d'ailleurs des unes, sur les pervers narcissiques, qui ne pensent que ça vous fait sourire au détriment de l'autre et avec la volonté de le faire souffrir. Ça c'est différent, ça c'est de l'ordre de la pathologie. Ça c'est de la pathologie, on est d'accord. Mais comme toujours, la pathologie nous indique beaucoup de choses sur le normal. Le normal, on ne l'aperçoit dans son essence qu'en étudiant les phénomènes pathologiques. Et c'est un fait que dans notre civilisation, ce qu'on appelle le pervers narcissique en prenant des mots qui appartiennent à la psychanalyse, mais permettez, je laisse de côté ça, vous avez remarqué. Je m'en doutais que vous allez vous laisser de côté, un vocabulaire d'analyste, mais je suis philosophe. Et je considère qu'effectivement, c'est un gros problème que de dépasser cette alternative fallacieuse entre l'égoïsme et l'altruisme. Dominique Lecourt, est-ce que cet égoïsme peut avoir une traduction politique? Est-ce qu'il a tendance, par exemple, cet égoïsme aujourd'hui, à privilégier des mouvements ou des partis qui prônent justement le repli, la fermeture des frontières? Vous voyez bien ce que je veux dire. Oh, tout à fait. Oui, et donc, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est évident qu'il y a une bataille idéologique autour de des questions sur la base desquelles apparaît la distinction entre altruisme et égoïsme. Et que, disons, les conservateurs, de façon générale, sont favorables plutôt à une position égoïste. Et la gauche, plutôt, favorable à l'altruisme. Mais en fait, une fois que j'ai dit ça, vous apercevez que ça ne tient pas la route. Ça ne tient plus aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que la distinction entre la droite et la gauche sur ces questions fondamentales de morale qui engagent l'être humain dans sa réalité ne tiennent plus. Il faudrait que les hommes politiques, puisque je suis là dans un haut lieu de la pensée politique, en tirent acte. Et vous croyez qu'il y a une prise de conscience? Vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience, réellement, sincèrement? Réellement. Si. Alors, il y a bien sûr des vices à l'égoïsme, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des vertus. Est-ce que l'égoïsme, je vous pose la question, c'est pas aussi une forme de protection et même d'indépendance, de rejeter par exemple les modèles préétablis qu'on nous propose? Alors, il y a l'alimentation, il y a notre façon de nous habiller, de nous comporter. Ça peut être une façon d'échapper au conformisme, à ce que j'appelle la moutonnerie. Parce que nous sommes effectivement très moutonniers. Et l'égoïsme, c'est une façon de prendre le parti de soi pour ne pas succomber et être effacé par les opinions dominantes qui sont les opinions de la société. Un exemple d'ailleurs, Dominique Lecourt, d'opinion dominante en ce moment, on parle beaucoup, vous le savez, de planète, d'environnement, de climat. Ça devient une question, on nous dit, ne pensez pas à vous, pensez d'abord à vos enfants. Ça devient un mode de vie, un mode de pensée, et gare à ceux qui tentent, non pas de nier le réchauffement climatique, on n'en est pas là, mais de remettre en cause quelques études. Qu'est-ce que vous pensez de cela aujourd'hui ? Vous voulez me précipiter dans un gouffre de... Loin de moi cette idée. Le sujet est-il si brûlant, si sensible ? Le sujet est très brûlant. Bon. Mais quand vous regardez les choses sans prévention, sans avoir l'idée que vous avez absolument raison et que vous êtes les sauveurs de l'humanité, vous apercevez que c'est pas si simple. Ce qui est en cause, c'est effectivement l'avenir des enfants. Bon. Mais ce qui est en cause, c'est la possibilité de faire autre chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Or, pour déterminer cette possibilité, eh bien, il faut étudier les conditions dans lesquelles cette situation se présente. Et on l'a fait, certains l'ont fait,
qui n'en tirent pas les conséquences apocalyptiques qui sont... Parce que l'autre position, ça consiste à dire, au fond, ayez peur. Un bon coup, j'ai même entendu dire ça. C'est la société de la peur. Donc vous avez peur, tout va aller bien. Oui. Parce que vous dormez, allez, braves gens, vous avez peur. Vous rentrez chez vous, fermez... Bon. Or, en réalité, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un mode d'existence ouvert sur les autres et qui nécessairement va, disons, désimplifier les choses, les compliquer. Dominique Lecourt, à la question qui est inscrite là dans votre livre, faut-il vraiment penser aux autres? Pourquoi le vraiment? Parce que... Pourquoi vraiment? Faut-il vraiment penser vraiment aux autres est une prise de position. Oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire que... Donc il y a la réponse dans la question. Il y a la réponse dans la question, mais il y a un doute. Toujours chez le philosophe. Je veux semer un doute. Vous l'avez fait? Est-ce que ça va tellement de soi qu'il faut penser aux autres? Oui, sans doute. Si on a une certaine idée du soi et des autres. Mais ça n'est pas forcément le cas. Donc, pour qu'on vraiment on pense aux autres, il s'agit de ne pas s'aligner sur l'opinion dominante que les autres nous imposent. Donc c'est une forme d'indépendance. Et donc, c'est le mot important, c'est indépendance. La liberté de l'être humain, sa liberté spirituelle. Bon, c'est peut-être le but, le seul but le plus noble de la pensée politique. De la pensée politique dans la mesure où elle s'appuie sur une réflexion morale. L'égoïsme, c'est un sujet, pour parler comme un prof, c'est un sujet qui se trouve au carrefour, au croisement de la politique et de la morale. Et c'est ce dont nous avons parlé ce soir. Politique et morale, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Dominique Lecourt. Merci, Sonia. Et voilà pour la revue des vices et des vertus. De l'égoïsme, il y en a à découvrir. Merci encore. On arrive presque à la fin de cette émission. Et c'est l'heure à présent, vous le savez, du zapping sur Public Sénat. Ce qui s'est dit, vu, entendu. Alors, il y a des coups de cœur, des coups de griffe et surtout des sujets de fond. C'est une sélection ce soir de Cécile Sixou. On a le recul du gouvernement sur les impôts locaux, sur la DGF, sur les retraites, les allocations adultes handicapés. On croyait qu'avec Manuel Valls, la machine à couacs c'était terminé. Moi, j'applaudis des deux mains. Je suis vraiment très heureux de ces décisions. Elles sont formidables. Je préfère gagner même parfois en mal jouant. C'est le cas de l'allocation adulte handicapé, c'est le cas des impôts, c'est le cas de la DGF pour les collectivités locales, c'est très important. Et j'ai fait partie de ceux qui ont dit que ce n'était pas possible que la réforme de la DGF se passe telle qu'elle était prévue. Ben, il faut discuter. Alors vous pouvez appeler quoi, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ce qui compte, mais moi j'appelle ça de la réelle politique. De la réelle politique. Un texte a été voté qui renouvelle l'interdiction pour une personne morale de financer un parti politique et donc pour un parti politique d'accepter le financement d'une personne morale. Mais la sanction pénale a été omise du texte. Aucun sénateur et aucun député ne s'est rendu compte de cette malfaçon. Je dirais même aucun des brillants, éminents et très chers administrateurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais Madame la ministre, ne vous réjouissez pas trop vite, car aucun membre du gouvernement n'a constaté qu'il y avait un manque. Jean-Pierre Sueur l'a dit, personne n'avait vu ce problème. Lui, il l'a vu et il a déposé un texte pour y remédier. Ça mériterait, Jean-Pierre, que debout, tous les membres du Sénat présents honorent la capacité. Ah ben non, ce serait une première fois. On le referait le jour où ce serait nécessaire. Et on le citerait. Ça va rester dans les annales.
Les Français sont attachés à leur compagnie nationale aérienne, et Alexandre de Juniac avait dit lors d'une présente audition, il n'y a pas de grand pays sans compagnie aérienne nationale, mais en même temps, vous comme moi, quand on doit voyager, on regarde les prix. Donc, le discours d'Air France, c'est de dire, nous, on a un produit de grande qualité. Bon, très bien, mais tout le monde ne peut pas y accéder en termes de budget, et donc je crois que c'est très important de pouvoir aussi développer dans le groupe une offre moins chère, pour sauver, ni plus ni moins, parce qu'à mon avis, c'est de ça dont il s'agit, pour sauver le groupe. Sans ça, on peut très bien arriver à ce qu'on a connu dans d'autres pays d'Europe, avoir ni plus ni moins que la disparition de notre compagnie nationale. Hein. Ouais, le groupe écologiste est sauvé. Il y aura une présidence tournante entre vous et Jean-Vincent Placet. C'était l'une des premières solutions évoquées. Est-ce que ça valait 2 mois de psychodrame ? Écoutez, tout d'abord vous dire que moi je suis satisfaite et je pense que l'ensemble des membres du groupe sont heureux d'avoir abouti à une solution positive. Nous avons beaucoup discuté, il y avait un enjeu fort puisque nous étions dans une situation politique, je crois, assez nouvelle et peut-être inédite à la Haute Assemblée. On parlait tout à l'heure de Dominique Régnier. Comment ça se passe pour lui sur la toile? Lui, c'est un vrai bulldozer. Hein. Il mise sur le web et sur le buzz. Accusé d'être parachuté dans sa région, il a posté une vidéo où il saute en parachute. On y voit Dominique Régnier en treillis. Il fait des checks avec ses copains. Le tout avec un très gros son. Résultat... On l'entend sur cette vidéo. Le gros son. Hein. Ouais. Résultat, 7320 vues sur YouTube. Pas de quoi, Michael, faire décoller la campagne. Hein. Enfin, je crois pas. En tout cas, sur la toile, ça fonctionne quand même pas mal cette campagne hein, sur les régionales. Vous qui venez chaque semaine, ça fonctionne pas mal. Hein. Sur cette région, pas mal. Et on arrive à la fin de votre émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous bien sûr lundi pour une nouvelle semaine de débats, décryptage et d'entretien. Avant cela, demain, votre émission politique du matin, Territoire d'info, avec comme invité Chantal Joanneau, sénatrice Les Républicains de Paris. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie. À lundi, avec plaisir.